Comment est-ce que tu veux faire du jogging dans un putain de village de montagne? J'ai dû grimper tout ça juste pour pas faire la même route plate que hier. Ah, j'ai éventuellement été un petit peu trop loin. Ah, savoir où on va ne fait pas partie de la destination. Ah, quid. Merci à tous pour vos messages d'anniversaire. Ça me va droit au cœur. Bon, et sinon, la curiosité me pousse ce matin à enquêter sur une plante qui est super présente ici à Skopelos. Je nomme le fenouil. Ici, ils appellent ça marathon, comme la discipline sportive. Il pousse à l'état sauvage partout, et quand on mange les branches, ça goûte l'anis, ou la réglisse, ou le pastis, en fonction des références. Et ça ressemble à ça. Ça a des petites fleurs jaunes. Ils s'en servent ici pour le mâchouiller pour passer le temps ou pour parfumer les olives. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, c'est le cœur du fenouil qu'on ne voit jamais ici. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Puisque logiquement, nous, quand on mange un fenouil, on voit le gros bazar qui ressemble à un cœur et qui, théoriquement, devrait être sous terre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, après isolement de la racine, ça ressemble à un gros tronc unique qui rentre dans la terre. T'es mal parti, mon gars! T'es dans la merde, vieux! Ah, en revanche, à première vue, ce truc a l'air de s'enfoncer beaucoup plus loin qu'initialement prévu. Merde. Et c'est ici que le combat s'achève, sur une chape de béton. Je sais pas où sont passées la fin des racines. Cher fenouil, nous apprécions ton sacrifice. Nous en tirons les conclusions adéquates. Il semblerait que tous les fenouils n'aient pas de cœur. À suivre. Mais il m'explique comment est-ce qu'il mange le marathon. Ah, ok. On a la vérité. C'est pas du fenouil. Le fenouil, ça s'appelle finocchio. Et il mange le marathon en hiver, juste les feuilles, comme des épinards, comme de la salade avec de l'huile d'olive. Donc, ce n'était pas du fenouil. Bon, du coup, je sais pas du tout comment s'appelle cette plante en français ou en anglais. Bon, que je vous explique. Mon ami Alex est un artiste dans l'âme, musicien aussi, et on a décidé qu'on allait faire un vidéoclip d'une de ses chansons. Tout ça avec mon iPhone, évidemment, pour ne pas déroger à la tradition. Mais là, il m'a donné un DVD d'anciens enregistrements à lui. Eh bien, c'est pas triste. Alors là, on se dit, ça va, c'est cool, tu vois. Pas de souci. Et puis, ça démarre! Alex a sauvé ce petit chat qui s'était fait attaquer par un chien qu'il avait dans la gueule et qui le secouait dans tous les sens. On s'en occupera. Et maintenant, on est de retour sous la pluie à notre vin fermenté. Ah les gars, j'ai jamais vu ça. Ils ont enlevé la couche de plastique. Il y a une odeur et un gaz. Les objets et la lumière sont déformés, comme s'il y avait des illusions dans le désert, tellement c'est fort ce truc. Je sais pas ce que c'est. Bon, ici on brave l'odeur là, le jus a macéré pendant 3 jours avec les pots et la rafle pour qu'il se colore, devienne rouge rosé. Et pendant ce processus, naturellement, le jus descend dans la cuve et les pots remontent et forment ce qu'on appelle la galette. Et cette galette doit être cassée régulièrement si on veut un bon échange entre les deux. Je rappelle donc, pour les vins blancs, il n'y a pas de macération puisqu'on ne veut pas que le vin se colore avec les tanins rouges qu'il y a dans la peau. Comme ici en attendant il ne se passe pas grand chose, j'en profite pour parler du fait que si on laisse le raisin sur le plié de vigne, l'eau va s'évaporer, le raisin va devenir flétri. Et comme il y a moins d'eau à l'intérieur, le jus est beaucoup plus sucré, beaucoup plus concentré. Et c'est avec ces raisins accueillis à surmaturation que l'on fabrique des vins sucrés, les vins doux naturels.
Mais il est plus roux, avec du rosé. Rosé. Ouais. Bon, et là, comme on s'en souvient que tous les raisins n'avaient pas été récoltés à maturité optimale, il rajoute un petit peu de sucre pour passer de 11 degrés à 12 degrés et demi. Et ce travail de fermentation va être effectué par les levures qui vont transformer ce sucre en alcool dans ces barriques pendant 30 jours. Et ça en absence de lumière, d'air et à une température optimale de 20 degrés. Là, c'est une production artisanale, donc ce sont des tout petits volumes. Ces barriques font 50 litres, mais normalement, les vins peuvent fermenter dans des grands tankers ou alors dans des fûts de chêne. C'est ce qu'on appelle élevé en fût. Et à ce stade-là, ça goûte le jus de raisin. Juste, il est rouge, c'est un peu plus original, donc il râpe un peu la bouche, mais c'est du jus de raisin, c'est vachement bon. Ah, et maintenant, on va déguster le cru 2015, qu'il est en train de transvaser à l'aide de la gravité dans une bouteille de... Ouais, bon, voilà. Eh bien... c'est râpeux, c'est un petit peu acide, mais franchement c'est pas mal. C'est peut-être le meilleur vin artisanal que j'ai goûté.